Les amoureux des belles lames ont depuis quelques années une adresse, rue Racine à Paris. Simon Ceccaldi a hérité de son père la passion de la coutellerie et porte très haut l'art de la belle lame. Il se consacre à la création et à la fabrication de ses couteaux dans sa Corse natale. Les matières sont précieuses, le savoir-faire parfait. Couteaux de poche, corniciollo, couteau de berger, de cuisine, couteau de chasse ou ménagère, chaque pièce est unique, faite entièrement à la main, du manche à la lame. Je travaille avec mon père qui a commencé il y a un peu plus de 35 ans maintenant et j'ai commencé avec lui il y a une petite dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années. Ouais. C'est un peu un hasard au départ. J'étais jeune, hein, j'étais entre 24 ans. Et un coutelier local cherchait un stagiaire pour... Puis moi j'étais sur Paris à l'époque, et je voulais rentrer, je voulais pas rester sur Paris. Donc j'ai sauté sur cette opportunité, puis j'ai commencé à travailler avec lui. L'avantage c'est que c'était un ancien instituteur à la retraite, qui était un bon artisan et surtout un bon pédagogue. Et il a réussi à m'apprendre, ce qui n'était pas évident. Et grâce à lui, j'ai démarré. Bon, après, au bout de 2 ans, je me suis formé tout seul, à l'extérieur, de partout, parce que lui, il ne faisait qu'un type de couteau. Il faisait le couteau traditionnel corse, mais il faisait que ce modèle, quoi. Le couteau corse est synonyme en général de vendetta. Est-ce vrai? Il y a plusieurs histoires. Il y a 3 modèles qui sont reconnus comme identitaires, on va dire. Il y a d'abord le stylet qui malheureusement lui était une arme, il servait qu'à tuer. Mais ça on en fait très peu parce que c'est plus pour des collectionneurs. Puis il y avait le couteau, ce qu'on appelle le couteau de berger, qui est un couteau de type agro-pastoral qu'on retrouve dans d'autres régions, mais qui avait une forme très particulière en Corse parce que c'était fait dans la courbe de la corne de chèvre, sur le bout qui était très courbé. Et c'était un outil, il servait aux bergers, mais vraiment, il avait la forme d'un outil, quoi. Il y avait une petite encoche comme ça au-dessus qui servait sûrement à sculpter le bois. On a imaginé, il y avait aussi une fente un peu comme ça qui devait peut-être servir, comme il travaillait beaucoup le châtaignier, à faire travailler les éclisses de châtaignier. Mais bon, c'est des suppositions. Mais de toute façon, c'était vraiment un couteau qui servait à la campagne. C'est un métier bizarre parce que avant la coutellerie, par exemple la coutellerie tiernoise, elle était sectorisée par métier. Il n'y avait pas de coutelier, ça n'existait pas. Il y avait le gars qui faisait les lames, le gars qui faisait les manches, le gars qui faisait les cornes, le gars qui assemblait, le gars qui finissait, et à la fin il y avait le vendeur. De métier de coutelier de A à Z, il y en a eu très peu. Donc c'est passionnant parce qu'on touche à peu près toutes les techniques. Ça va de la bijouterie à l'ébénisterie, donc il faut intégrer toutes ces techniques. Et c'est ça qui est rigolo. Et quand j'étais tout seul, je travaillais vraiment tout seul. Depuis qu'il y a mon fils, on travaille beaucoup en commun sur la création. Bon, maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La plupart des créations, maintenant, c'est les siennes. Hein. Au début, ça m'inquiétait un peu parce que c'est pas un métier très très facile non plus, c'est de l'artisanat avec ce que ça suppose comme aléas de trésorerie, de difficultés. Bon, moi je les affrontais, ça ne posait pas un problème. Que mon fils les affronte, c'était un peu plus compliqué, mais bon, finalement, lui, la phrase qu'il m'a dite, qui m'avait convaincu de l'intégrer, on va dire. Il m'a dit, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quand le lundi tu vas bosser, tu as l'air joyeux. Donc moi j'ai envie de faire ça aussi, je dis, bon, alors on y va. Nous, on fabrique des couteaux entièrement, de A à Z, c'est-à-dire de la conception à la fabrication, à l'affûtage, à la vente, on s'occupe de toutes ces étapes-là. Donc la première étape pour un couteau, c'est d'abord de l'imaginer, de le penser, de mettre ça sur un dessin. Une fois qu'on a ce dessin, on va faire un premier prototype ou un premier modèle, et puis après on va les fabriquer de manière plus régulière dans notre atelier, c'est-à-dire mettre en place des moyens de production, mettre en place des moyens de vente aussi, parce qu'il faut les commercialiser. Donc nous, par exemple, on commercialise essentiellement dans nos boutiques, pour avoir justement cette maîtrise-là de pouvoir faire tous les modèles qu'on veut, de pouvoir continuer à être créatif sans être limité
dans nos modèles, et puis en fonction de nos envies, puis des envies de nos clients, on va adapter les nouveaux modèles, et ça va nous permettre d'être, ce moyen de commercialisation va nous permettre d'être beaucoup plus créatifs en fait. Les pièces uniques toujours, parce que de toute façon comme elles sont toutes faites à la main, même si on a un modèle qui est récurrent dans notre gamme, de l'un à l'autre ça va toujours être différent, puisque justement ils sont faits à la main, et il y a cette patte qui va différencier d'un jour à l'autre, qui peut être complètement différente, d'une humeur à l'autre, qui va faire que chaque couteau est unique. On est parti du couteau de berger, que mon père a commencé à travailler à 35 ans, et puis on s'est rendu compte que ce savoir-faire-là pouvait s'adapter sur beaucoup d'autres choses que sur ce simple couteau de berger. Donc on a fait des couteaux de cuisine, des couteaux de table, des pièces qu'on appelle des pièces uniques un petit peu plus haut de gamme, où effectivement là on va pouvoir le laisser beaucoup plus libre, aussi bien sur les matériaux que sur les formes et les mécanismes, etc. Et là on va pouvoir utiliser donc toujours de la corne, mais aussi bien du bois, que de l'ivoire, de mammouth, de la fibre de carbone, que du titane, tout ce genre de choses. Après, plus rien ne nous est interdit puisqu'on parle de création. Oui, on a certains modèles où on propose la ménagère complète, c'est-à-dire on va toujours commencer par le couteau, c'est-à-dire que c'est notre cœur de métier, donc on commence toujours là-dessus. Et puis après, on va proposer justement pouvoir dresser une table complète avec ce même esprit, donc que ce soit de la fourchette à dessert, ou la petite cuillère, ou service à poisson, service à découper, couteau à pain, etc. À ce moment-là, on peut faire toute la gamme. Nous, on part du principe qu'on fabrique un objet qui va être fonctionnel le plus longtemps possible. Il faut que ça reste un outil et que ce soit un bel outil. C'est toujours quelque chose de caractère, on essaie toujours de donner une âme à ces couteaux. Les gens sont sensibles à ça, et puis ils sont sensibles aussi à l'histoire de l'objet, oui. Qu'il y ait quelqu'un derrière un objet. Oui. Parce que maintenant les objets sont complètement dépersonnalisés, on ne sait pas si c'est fabriqué en Thaïlande, au Pakistan, donc il n'y a plus de... Le fait qu'il y ait un objet, mais qu'il y ait des gens derrière l'objet, je pense que c'est aussi ça qui les intéresse, parce que c'est plus très courant, quoi. Un couteau Ceccaldi est garanti à vie.